Et sur le carton de départ, il y avait tous les endroits où il se passe quelque chose. Là, on fait du pain, là, on allume le feu, là, il y a une source, il y a une telle personne qui fait telle chose. Et comment les enfants circulent-ils entre ces différents points toute la journée? Avec une très grande patience, et je dois dire dans un très grand silence. Et pour éviter qu'on parle trop sur les enfants, mais qu'on les regarde sans faire de projection sur leur comportement, sans imaginer ce que nous ressentons d'eux, enfin, cette matière-là, qui est effectivement purement imaginaire, il voulait essayer d'arriver, et c'est peut-être un leurre, il voulait essayer d'arriver à un dépôt de conduite, alors, c'est ça, les lignes d'air, de comportement qui serait vraiment au plus près d'eux-mêmes, enfin, de leurs traces. Puisqu'on ne pouvait pas avoir de traces parlées, on allait avoir des traces motrices. Effectivement, au bout de 6 mois, quand tous ces calques se sont trouvés les uns à côté des autres, ils les mettaient les uns sur les autres, ils les superposaient, on retrouvait des croisements de chemin. Ils traçaient les lignes, donc on trouvait à certains points, il y avait des balancements, par exemple. À d'autres points, les enfants s'asseyaient et ils le faisaient presque tous. Donc il y avait des lieux d'attrait. Ça a été sa première découverte, les lieux d'attrait par le feu, par là où il se passait quelque chose entre les adultes. Alors il appelait ça, cette matière-là, la matière d'entre nous. Et il disait que les enfants cherchaient ça, cherchaient ce qui se passait entre les gens, cherchaient de l'autre, mais pas directement une personne. Là où il y en avait 2 ou 3 qui faisaient quelque chose ensemble, ça leur permettait de ne pas être trop interpellés et de regarder ce qui se passait. C'était intéressant. Enfin, il y a beaucoup de choses, je ne peux pas parler de ça parce que je ne suis pas restée assez, puis c'est très compliqué de lier un vocabulaire. Comme c'est un poète, en plus, il écrit d'une manière très allusive, et c'est un vocabulaire qui s'est inventé, en particulier dans un livre qui s'appelle « Traces d'être », ce qui dit quand même quelque chose, et « Baptiste d'être », ça reste bien impalpable. Il parle de quelque chose qui est de l'invisible, et pourtant, on en ressent quelque chose. Il faut lire ce livre, il vient de sortir, un gros livre, au moins comme ça, hein. Et je crois qu'il y a 1000 pages, où tous les écrits de Linis, depuis les graines de crapule, Adrien Lhomme, les vagabonds efficaces, les cahiers de l'Algérie, où il y a l'immuable, traces d'être baptiste, donc le croire et le craindre. Enfin, il y a une quantité de pages. Je vous recommande de lire l'immuable, justement cette chose qu'il pensait absolument nécessaire comme point de repère pour les enfants autistes, et je pense pour nous-mêmes. On aime bien trouver notre cafetière au bon endroit le matin, ça nous fait du bien, ça nous rassure, on commence tranquille. Et pour les enfants, c'est quasiment obsessionnel, la place des choses est tout à fait, de ces enfants-là, tout à fait nécessaire, donc on prend soin de ça, de ce qu'il appelle l'immuable pour se construire d'abord, et que quelque chose justement, d'une initiative ou d'un impossible pour se construire, il faut qu'il y ait une base qui ne bouge pas, c'est-à-dire quelque chose de stable. À partir de là, on peut rêver de l'autre, de l'ailleurs. Enfin, il a écrit beaucoup là-dessus, je ne peux pas vous en parler, parce qu'il a un langage, il faut que vous allez voir. Comment, voilà. L'immuable, quand vous aurez vu ça, je pense que ça vous donnera une idée du personnage. Pourquoi vous dire d'autre, moi? Attendez, j'en suis... Je ne sais plus du tout, moi. Ah oui, ce que j'ai fait après, c'est vrai qu'il faut que je parle de moi maintenant. Bon, alors, je vais parler du... Alors, c'est pas le moindre geste. Je n'avais jamais touché de caméra. Alors, Benigni a trouvé évidemment intelligent de m'embêter avec ça, de me mettre cet outil-là dans les mains et de me dire débrouille-toi avec ça maintenant. Et on a fait ce film à 7. Il y avait 3 adultes, même pas, et les gamins. Et bon, on s'est lancé, on a tourné pendant 2 ans, et on a fait un film qui est maintenant
en 35 mm, c'est-à-dire comme les grands films, parce que quoi, on ne s'attendait pas du tout. Moi j'étais complètement déprimée quand j'ai su ça, j'ai dit ça ne ressemble plus à rien, parce que voilà, on n'a pas eu assez d'argent pour le finir. Alors on l'a donné à quelqu'un qui l'a monté, et qui ne connaissait lui rien à ce qu'on avait fait. C'est complètement farfelu. Et finalement, il a quand même réussi à retrouver un film qui, ma foi, n'est pas très loin de ce que nous voulions montrer. Les images étaient quand même assez suffisamment expressives pour que ça donne un sens. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. Finalement, je ne le trouve pas tout à fait, mais bon. Et c'est un film quand même. Et donc, j'ai fait ça. Nous avons tourné 20 000 mètres de pellicule en 2 ans. Et puis ensuite, après, on a fait ce film. Alors, après ce film, eh bien, après ce film, on n'avait plus d'argent. Mais plus du tout. On avait hypothéqué la maison qui était la nôtre. Donc, il fallait essayer de retrouver un travail ailleurs. Moi, j'ai eu l'idée, il faut dire que j'étais fatiguée de porter tout le poids. J'étais la seule, à ce moment-là, adulte, auprès de Deligny, j'étais la seule à porter les questions matérielles, les questions financières. C'était un rôle un peu ingrat. Et j'étais fatiguée. En plus, mon fils voulait faire des études d'archéologie. Paumé au milieu des Cévennes, c'était un petit peu difficile, à part les gros cailloux qu'il y avait partout. Donc, je suis venue voir Jean Houry, et je lui ai expliqué notre situation. Jean Houry était intéressé, je pense, avec la personnalité de Deligny, parce que Fernand et Deligny se correspondaient beaucoup. Je crois aussi que Jean Houry avait lu Graines de Fabule. Tout le monde l'avait lu à cette époque, dans notre jeunesse. Donc, on est arrivé à la Borde. Et alors, à la Borde, j'ai rencontré Félix Guattari, qui a été aussi quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie, parce que il m'a lancé sur des petites aventures qui sont le premier numéro de la revue Recherche, l'organisation des groupes d'études et de recherche institutionnelle. Ensuite, parallèlement, il y avait la fin du GT-Psy, c'est-à-dire qu'il restait quand même un groupe de psychiatres qui cherchaient à se réunir. Ils se sont réunis chez moi, dans ma petite maison que je louais pour abriter l'ingénierie et recherche. Alors là, je voyais défiler pas mal de gens brillants, des jeunes intellectuels qu'on a trouvés en mai 68 d'ailleurs. Enfin, tous ceux qui étaient Serge Julie, je veux dire, pour ne pas le nommer, et d'autres. Et puis, quoi d'autre quand je peux faire? Enfin, ça marche toujours, un tas de trucs, c'est fini, quoi. Je suis à la dernière page. Alors, oui, il y a eu encore entre-temps, j'avais quand même entre-temps repris des études, moi. Parce que aussi j'étais restée un peu en rate dans des études très disparates. J'ai donc fait psycho, je ne sais plus quel âge j'avais. Et Ginette Michaud, avec qui j'étais bien copine, m'a dit, écoute, viens comme chargée de cours à Sancier. Alors je me suis présentée, et je me souviens très bien que ce n'est pas Ginette Michaud qui m'a prise comme chargée de cours, c'est une dame que je ne connaissais pas, et dont j'avais ramassé le crayon, quand je voyais qu'elle ne pouvait pas se baisser pour le prendre. Et elle m'a regardé, et je sais pas, il s'est passé quelque chose, elle m'a prise comme chargée de cours pour un geste. Elle me l'a dit après, parce que j'avais été la seule à observer qu'elle ne trouvait pas son crayon. Bon, et à quoi les choses tiennent. Alors je suis restée là-dedans un bon bout de temps, et le directeur m'a... Vous allez voir encore le zigzag là. Le directeur m'a dit, il faut que vous preniez la charge de l'Institut de formation permanente. Nous allons faire à Sancier, il faut le fonder. Tout simplement parce que j'avais parlé avec lui de la mauvaise gestion, que quand on essayait de vendre quelque chose, on le vendait sans faire le prix de revient. Bon, moi, malheureusement, dans les débuts de ma vie, ça a été difficile pour moi. J'étais la fille d'un patron, ce qui fait que j'avais aussi beaucoup de mal avec la lutte des classes. J'étais bien mal assis depuis le départ. Donc je savais quand même faire un prix de revient pour vendre
une formation aux hôpitaux psychiatriques, ce que j'ai fait dans Assy, Villébrun, Maison Blanche, oui c'est ça, j'ai fait ça, je ne sais plus, moi j'ai fait un tas de trucs, là, ça m'embrouille un peu dans ma tête. Alors donc j'ai fait ça, et puis bon après, ah oui j'ai fait une analyse bien avant, mais ça va tellement de soi que je ne disais même pas. Il y avait un bon moment, j'avais commencé une analyse, et cette analyse m'a conduit à être analyste, ce que je suis encore un peu, je les contrôle, il y a encore quelques patients qui veulent me suivre. Malgré mes cheveux blancs, ils ne veulent pas s'en aller. Ils sont gentils. Et puis, voilà. Alors, j'ai eu, il y a quelque temps, une maladie qui fait que je marche mal. Et Jean-Houry a eu la gentillesse de me dire, viens faire ta rééducation à la Borde. Alors là, évidemment, une forme de rééducation, je ne sais pas laquelle, mais vraiment, c'est une autre. Ce qui fait que même mon écoute d'analyse s'en est transformée. J'entends des mots très différemment. Je comprends ce qu'il dit quand il parle de boîte à outils personnelle. Il faut forger ses outils pour pouvoir travailler. Alors, je suis vraiment très reconnaissante de ce que sur mes vieux jours, je peux encore apprendre. Et voilà. J'avais envie de terminer sur une phrase qu'il a écrite, je vais vous la lire, parce que ça me évitera de l'inventer. Un hommage, c'est un hommage à tous ces acharnés que j'ai rencontrés en chemin, Dostoïevski, y compris, j'ai oublié de vous nommer. Je voulais citer un autre grand marcheur, qui est Pierre Teilhard de Chardin, et qui a écrit dans un livre qui s'appelle La vision du passé, aux éditions du Seuil, je ne sais plus de quelle année, l'homme aura enfin compris la parole essentielle que lui murmuraient les ruines, les fossiles, la cendre. Rien ne vaut la peine d'être trouvé que ce qui n'a pas existé encore. La seule action digne de notre effort est de construire l'avenir. Voilà.